RFI, il est 18h à Paris, 16h en temps universel. Le journal en français facile. Juliette Pietraszewski. À la une, les États-Unis, où la convention démocrate se poursuit au lendemain d'une prise de parole très remarquée du couple Obama. Vous l'entendrez. Dans l'actualité internationale également, le secrétaire d'État américain de retour du Moyen-Orient. C'était sa 9e visite depuis octobre. Rien de très concret ne ressort de cette visite diplomatique. En parallèle, un chef du Fatah palestinien aurait été tué dans une frappe israélienne aujourd'hui. Dans ce journal également, l'Australie donne son feu vert à un méga projet de centrale solaire. On y reviendra. Et puis, bonne nouvelle, à Paris, plus qu'une semaine avant les Paralympiques. Le journal en français facile. On commence ce journal aux États-Unis. À Chicago, c'est le 3e jour de la Convention démocrate. Le discours de Tim Walz, le colistier de Kamala Harris, est attendu au lendemain de la prise de parole très remarquée du couple Obama, originaire de Chicago, dans une ambiance très festive. Michelle Obama, l'ex-première dame américaine, figure toujours très populaire, a été la première à faire un discours avec un message simple. Avec Kamala Harris, l'espoir est de retour. Écoutez. Il y a quelque chose de merveilleusement magique dans l'air. Vous ne trouvez pas ? On le ressent tous ici, dans cette arène. Cela se répand dans tout ce pays que nous aimons. Un sentiment familier qui a été enfoui trop profondément, trop longtemps. Vous savez de quoi je parle ? C'est le pouvoir contagieux de l'espoir. L'anticipation, l'énergie, l'exaltation d'un jour meilleur est en train de poindre. La chance de vaincre les démons de la peur, de la division et de la haine qui nous ont consumés et de poursuivre la promesse inachevée de cette grande nation. Le rêve pour lequel nos parents et nos grands-parents se sont battus, sont morts et se sont sacrifiés. L'Amérique, l'espoir revient. Voilà pour ces propos de l'ancienne première dame des États-Unis. Par la suite hier, c'est son mari et l'ancien président américain qui a pris la parole à son tour. Yes, she can, a lancé Barack Obama, c'est-à-dire en français « Oui, elle peut », un clin d'œil à la campagne de 2008 de l'ancien chef d'État démocrate. L'ex-président américain, en plus de son soutien apporté à Kamala Harris, a aussi souhaité remercier l'actuel occupant de la Maison-Blanche. L'histoire se souviendra de Joe Biden comme d'un président exceptionnel qui a défendu la démocratie à un moment de grand danger, a déclaré Barack Obama. Au-delà de cette campagne présidentielle américaine, le secrétaire d'État américain Antony Blinken repart les mains vides du Moyen-Orient. La région est toujours au centre des inquiétudes et des tensions. C'était la 9e tournée du chef de la diplomatie américaine au Moyen-Orient depuis le début de la guerre à Gaza. Antony Blinken rentre ainsi à Washington après avoir fait escale en Israël, en Égypte et au Qatar. Aucun résultat concret n'apparaît à la fin de cette dernière visite. Nicolas Falaise. Les étapes et entretiens d'Antony Blinken se sont déroulés sur fond d'accusations mutuelles d'Israël et du Hamas qui n'ont cessé de rejeter sur l'autre la responsabilité du blocage. Le secrétaire d'État américain est venu dans la région avec une proposition renouvelée, mais dont les objectifs sont bien connus. Trêve à Gaza, libération des otages israéliens, libération de prisonniers palestiniens. En début de semaine, Antony Blinken a conclu son étape de Jérusalem sur une note d'espoir, affirmant que le gouvernement israélien acceptait la proposition, ce que le Premier ministre Netanyahou s'est bien gardé de formuler lui-même. Durant la tournée du chef de la diplomatie américaine, il a beaucoup été question du fameux couloir de Philadelphie, à la frontière de la bande de Gaza et de l'Égypte, où Israël exige de maintenir une forme de contrôle pour empêcher le Hamas de se fournir en armes. Blocage, sabotage des efforts accusent même des sources anonymes proches des négociateurs israéliens. Antony Blinken rentre à Washington en laissant derrière lui des feux toujours allumés, dans une région où la menace d'une attaque iranienne semble moins imminente sans être dissipée. Nicolas Falaise, Jérusalem, RFI. Et toujours dans ce contexte, les frappes aériennes d'Israël à Gaza ont tué au moins 50 Palestiniens ces dernières 24 heures. Déclaration des autorités sanitaires palestiniennes. Et au Liban, un chef du Fatah aurait été tué dans une frappe israélienne aujourd'hui. Frappe qui a eu lieu sur la ville de Saïda, dans le sud du Liban. C'est la première fois depuis le début des échanges de tirs transfrontaliers il y a 10 mois qu'un responsable du Fatah de Mahmoud Abbas est visé. Le journal en français facile.
RFI, il est 2h05 à Canberra. C'est le plus grand projet solaire de l'Australie. Le gouvernement australien a donné son feu vert aujourd'hui pour un gigantesque projet de centrale solaire. Ça se passe dans le nord du pays. Le projet doit aussi fournir de l'électricité à Singapour via un câble sous-marin. Pour tout nous expliquer, Justine Fontaine est avec nous en studio. Bonjour Justine. Bonjour. Avec cette très importante centrale solaire, le gouvernement travailliste souhaite faire de l'Australie un leader mondial de l'énergie verte. Oui, et le projet Sun Cable, c'est-à-dire câble solaire, n'est pas aussi grand, il faut le dire, que d'autres déjà annoncés en Chine ou encore en Inde, mais il sera quand même plus étendu que la ville de Paris tout entière, par exemple. Ces panneaux solaires et ces batteries pourront donner de l'électricité à l'équivalent de 3 millions de foyers, c'est-à-dire 3 millions de maisons ou d'appartements. Et alors, à qui sera destinée cette énergie, Justine ? Principalement au nord du pays, mais aussi à Singapour, comme vous le disiez, grâce à un câble sous-marin de plusieurs milliers de kilomètres. La cité-État qui se trouve à côté de la Malaisie veut moins dépendre du gaz. Avec ce projet, jusqu'à 15% de son électricité viendrait d'Australie. Canberra, pour sa part, s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050, à réduire donc ses émissions de gaz à effet de serre qui entraînent le réchauffement de la planète. Aujourd'hui, 45% de son électricité vient du charbon, un minerai très polluant dont elle est aussi le premier exportateur mondial. Pour moins émettre de CO2, le pays a donc besoin d'investir dans les énergies renouvelables comme l'énergie solaire. Merci beaucoup pour vos précisions, Justine Fontaine. Et je précise également que le projet Sun Cable doit encore passer plusieurs étapes, notamment obtenir l'accord des communautés aborigènes, c'est-à-dire des autochtones. Il ne sera pas définitivement approuvé avant 2027 pour une entrée en production prévue au plus tôt en 2030. En France, je vous en parlais dans les titres, les Jeux paralympiques de Paris débutent dans une semaine. 4000 para-athlètes sont attendus pour 12 jours de compétition. Ça se passera aussi à Châteauroux, où auront lieu les épreuves de para-tir. Les premières délégations, c'est-à-dire les groupes composés notamment par des sportifs, sont arrivés aujourd'hui au village des athlètes. Baptiste Coulon, bonjour. Bonjour. Les organisateurs se félicitent déjà de l'événement parce que bon nombre de personnes sont déjà passées par la billetterie. Oui, 1,7 million de billets vendus, dont 700 000 depuis la cérémonie d'ouverture sur la scène. Pour les organisateurs, le signal est clair, il y a bien un élan olympique sur les Jeux paralympiques. Un succès à nuancer cependant, car loin de l'objectif de départ, 2,8 millions de billets, ramenés finalement à 2,5 millions. Notons aussi qu'un billet sur 3 a été acheté par l'État, par les départements et les villes, qui redonnent ensuite ces billets à des publics dits prioritaires. L'escrime fauteuil au Grand Palais, le cécifoot à la Tour Eiffel, le tir à l'arc aux Invalides, ces disciplines dans des lieux emblématiques de Paris sont très demandées. 75 à 90% des billets sont déjà vendus, mais le profil des acheteurs est différent de celui des Jeux Olympiques. Ils sont français dans 9 cas sur 10 et majoritairement de régions parisiennes. Cette billetterie reste quand même attractive avec des places à partir de 15 € pour certaines épreuves et pas question de baisser davantage le prix si elles ne sont pas vendues. Les organisateurs assurent qu'il y aura un effet paralympique dès que les compétitions auront débuté. Merci beaucoup pour vos précisions, Baptiste Coulon, et vous serez bien sûr au rendez-vous de ces Paralympiques comme RFI. Toujours en lien avec les Jeux, 12 jours seulement après les ultimes tours de piste olympiques au Stade de France, le Botswanais Letsile Tebogo, devenu le premier Africain sacré sur 200 mètres, et Sirena Samba Mayela, médaillée d'argent du 100 mètres haies, rechaussent déjà leur basket pour la Ligue de Diamant de Lausanne en Suisse. Ça sera ce jeudi. Et puis en France, les obsèques, c'est-à-dire la cérémonie d'adieu à Alain Delon, auront lieu samedi en petit comité. Ça se passera à la chapelle privée de sa propriété à Douchy à huis clos, ce qui signifie dans la plus stricte intimité en présence de ses proches. Cérémonie menée par l'ancien évêque Jean-Michel Di Falco selon les souhaits d'Alain Delon de son vivant. L'acteur avait demandé que son enterrement n'ait lieu qu'en présence de quelques dizaines de proches. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci beaucoup de l'avoir suivi.